Et oui, il est tout juste 15 heures et c'est la 68e de Salon de Pauvres. On est tous là, tout va bien. Salut les feignasses. 68e, c'est un beau chiffre 68. Trouvez pas, en plus il fait beau et tout. Et il y a plein de gens qui sont en train de manifester partout. C'est bien, c'est printanier. Ah, on va commencer, tout le monde est là. Bonjour Marie-Thérèse. Elle est là. Guylaine. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui c'est jour de manif. On va encore parler de Darmanin. Ce petit con a parlé de société de la paresse. En somme, il vous a traité de feignasse. Sauf que lui, il est sérieux quand il dit ça. Il vous crache à la gueule tous en mépris de tête à claque bien nourri. C'est sûr, il préfère les bonnes travailleuses aux feignasses. Ce mec, il est décidément à gerber. Pour ceux qui reviennent de la manif, un sujet de méditation sur notre Facebook à la page de dimanche dernier. Un pauvre sur 4 meurt avant la retraite. Toujours ça de gagner pour les comptes publics. Alors, allez battre le pavé qui vous a rien fait pour protester contre le passage à 64 ans. De toute façon, vous serez mort avant. Pour ceux qui aiment les stats, notre ami Diamantine Bleue vous en donne sur le sujet. C'était le 30 janvier. Descendez d'une case et vous aurez droit à un petit rappel. Alors, je cite. Ce qui est choquant, c'est pas 550 € de RSA par mois, c'est les intérêts de la dette. 860 millions d'euros par mois. C'est les profits du CAC 40, 93 milliards d'euros en 2018. C'est la fraude fiscale, estimée à 80 milliards d'euros. C'est le CICE, 40 milliards. Les bénéfices des banques, 23 milliards en 2016. 2016, aujourd'hui, c'est encore plus, je pense. Et on pourrait ajouter les couilles en or faites par les spéculateurs sur les crises successives, Total qui engrange des milliards en Russie, l'inflation qui fait pas pleurer tout le monde, Bernard Arnault qui rigole, et Macron qui continue à caresser tout ce petit monde dans le sens du poil. On mord pas la main qui vous a mis au monde. Et si vous voulez encore de quoi alimenter votre hargne, encore Diamantine Bleue, allez, t'as gagné un t-shirt Salon de Pauvres. Revenez à la page d'aujourd'hui, vous y trouverez un petit bout de vidéo bien édifiante sur les avantages des anciens présidents. Je vous en dis pas plus, vous avez qu'à y aller. C'est sur Facebook, c'est allocataire du RSA. Voilà, et vous verrez un petit peu. Ça laisse rêveur. Allez, toujours sur Facebook. Une adresse pour sauver tir. La Vestiboutique, 6 rue Pasteur à Jouer-les-Tours. Ça, je ne connaissais pas encore. Si vous voulez les jours d'ouverture, c'est sur notre Facebook, à la date de mercredi dernier. Merci Sandrine. Ainsi que pour les autres postes, vous n'avez qu'à aller regarder. Grâce à elle, vous pouvez même postuler pour devenir travailleur social à Châteauroux. Ouais, c'est laisse rêveur, Châteauroux. C'est un peu moins exotique que les Bahamas, mais là, au moins, il y a tout à faire. Pendant ce temps-là, Marie-Thérèse, qui est là aussi, bonjour Marie-Thérèse, nous trouve du boulot à plus savoir où aller. Et Sandrine nous propose de participer sur rendez-vous aux journées portes ouvertes du Centre de formation par alternance MFR, oui, de Tours-Rougemont. Le 11 février, puis le 18 mars, et après il y en a d'autres, à peu près une par mois. Pour toutes les dates et pour le contenu et tout ça, c'est toujours Facebook. C'était le 1er février. Le 29 janvier, une rafale de bonnes adresses. Alors là, allez-y, reprenez, parce que je ne vais pas vous donner tous les liens. D'abord, en audio, ça ressemble à rien. C'est imprononçable. Mais il y a plein de bonnes adresses. L'UNESCO a eu la grande idée de donner accès gratuitement à la Bibliothèque numérique mondiale sur Internet. Alors le lien, c'est pareil, Facebook, le 29 janvier. www.wdl.org/fr pour la France. Ça, c'est pour vous donner une idée. Celui-là, il est simple. Il y en a d'autres, des liens, ils sont encore pires. Là, ça rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements, des films. De tous les temps, explique les joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète disponibles en 7 langues.
et puis plusieurs liens qui intéresseront les amateurs de musées, d'opéra, de cinéma. La FNAC. Je ne fais pas une pub, hein, on n'est pas actionnaire. On n'a même pas un bouquin gratuit chez eux. Alors si vous écoutez, vous pouvez appeler pour les bouquins gratuits. On est preneurs. Hein. Alors, ceux qui ont une carte FNAC ont des réductions sur les livres. Voilà. Ceux qui n'ont pas de carte FNAC peuvent aller voler des livres. Non, c'est pas recommandé. Ah bon. Tant pis, ou alors... Oh oui, on se démerde. Donc, plusieurs liens qui vont intéresser plein de monde. Alors, donc là, les livres FNAC, etc., ça, bon, je vous donne pas le lien parce que c'est imprononçable. Quelques lieux ou spectacles culturels que vous pouvez visiter depuis chez vous, tranquillement, dans votre canapé avec une petite bière. L'Opéra national de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles sur le lien en question. Pareil, hein, Facebook, le 29 janvier, Facebook, top. Le Metropolitan Opera de New York va gratuitement diffuser ses spectacles, je vais y arriver. Et il y a encore, alors oui, la Cinémathèque. 800 masterclass, essais et conférences en vidéo, 500 articles sur ses collections et ses programmations. Allez voir ça. Le Forum des images propose de visionner ces rencontres. Le Centre Pompidou. Vous pouvez écouter des podcasts dédiés aux œuvres grâce au Centre Pompidou. 10 musées en ligne à visiter depuis son canapé, etc., etc. Et puis une dernière où il y a 1150 films. C'est imprononçable. Mais bon, vous avez le lien, c'est le dernier en date. Voilà, tout ça c'est gratos. Hein, on ne vous dirait pas qu'on ne vous gâte pas. Ah là là. Voilà ce que j'ai vu ce mois-ci. Juste après les fêtes, comme ça. Bien, y a pas, j'espère que vous avez eu le temps de noter. Sinon, allez-y, allez sur notre Facebook. Un locataire du RSA, des gens comme les autres. Voilà. Mais. Bon, alors, et toi? Alors, actuellement, on a monté un petit peu, là. On a 991 membres. Ah. Proche des 1000. Ah. Mais bon. Alors, attention, le milliel, il paye à boire à tout le monde. Ils ne vont pas se frapper à la porte dans ces cas-là. Non, ça va, il n'y a personne. Tu peux continuer, il n'y a personne. Donc, comme vient de le dire Alain, donc vous retrouvez toujours des offres d'emploi, des questions. Ah, ça, il y en a un paquet. Hein. Des questions et des réponses faites aux membres, des thèmes d'actualité, puis bien entendu des liens. Voilà, de toute façon, vous allez retrouver tout ça sur notre groupe. Ouais. Voilà, donc. Il y a le programme de la Belle Poule. Oui, voilà. De toute façon, je remets toutes les semaines parce que maintenant, comme ils le mettent indépendamment par semaine, donc je le mets par semaine. C'est plus facile pour les gens de retrouver. Autrement, donc notre adresse mail pour nous joindre, c'est salondepauvre@gmail.com. Donc nos émissions, vous pouvez les retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube Salon de Pauvre. Et c'est Ingrid, coucou Ingrid, qui nous les met en ligne. Je sais pas, je crois qu'elle n'était pas à la manifestation ce matin, Ingrid. Je crois qu'elle est un peu malade. Bah oui, puis je pense qu'il y en a aussi il y a le porte-monnaie aussi qui pas aller travailler, c'est faire une journée, 2 journées, mais après des fois c'est énorme pour le budget vu que les gens ils ont des difficultés. Ben oui. C'est ça. Donc justement, en parlant de difficultés, donc pour notre groupe, on a dit tout ce qu'il fallait. Et donc en parlant de difficultés, il y a comment c'est pour vu les hausses et tout ça, on a des droits, on a des droits, on a des aides aussi que des fois on ne fait pas valoir, en particulier pour le logement. Donc pour ça, pour les demander, il suffit de contacter la CAF pour le régime général et le MSA pour le régime agricole. Donc, il y a les APL, c'est l'aide personnalisée au logement en ce qui concerne les bailleurs sociaux. L'ALS, allocation de logement social, qui concerne les personnes seules dans les logements privés. L'ALF, c'est l'allocation de logements familiaux qui concerne les familles dans le parc des logements privés. Donc, voilà. Et si vous avez des difficultés pour payer vos
vos loyers. N'attendez pas d'avoir 3-4 loyers en retard. Contactez tout de suite soit votre CAF, soit la MSA, soit le CCAS, le Centre communal d'action sociale de votre commune, ou la DIL, Agence départementale d'information sur le logement, ou Action Logement. Voilà. À propos de logement, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Effectivement, et assez en détail, ça tombe très très bien. On va réaborder ces sujets-là. Donc, il y a tous ces organismes, et puis il y en a d'autres aussi. Il y a aussi des associations qui sont prêtes à vous aider. Donc, il suffit de les contacter. Donc, je n'ai pas tout mis. Autrement, il y a aussi un numéro vert gratuit, c'est SOS Loyer Impayé, qui est joignable du lundi au vendredi au 0805 16 00 75. Et puis, et puis, pour savoir si vous avez des aides, donc je vous redonne régulièrement le lien pour du simulateur. Il y en a plusieurs, mais bon, c'est celui que je vous donne régulièrement. C'est www.aide-social.fr, où vous pouvez savoir si vous avez droit à telle ou telle aide. Sinon, allez voir votre banque avec un P38. Non, c'est pas la bonne solution. Non, mais il y a aussi, pour nous défendre, il y a les défenseurs des droits. Donc, oui. Donc, leur compétence à eux, c'est de défendre la défense des usagers des services publics, défense et promotion des droits de l'enfant, lutte contre la discrimination et promotion de l'égalité, respect de la déontologie des professionnels de la sécurité, orientation et protection des lanceurs d'alerte. Donc, pour les contacter, il suffit soit de leur écrire, soit de prendre rendez-vous avant de vous rendre au point d'accueil. Donc, je vais vous donner les points d'accueil, je vais vous donner aussi l'adresse et puis leur nom et les numéros de téléphone. Mais je vous remettrai tout ça sur le groupe parce que je sais très bien que vous n'allez pas avoir le temps de tout noter. Ah oui, non. Non là, faut le temps d'aller jusqu'au frigo, de prendre la bière et tout. Bon, c'est dur la vie de feignasse. Donc, à Amboise, leur permanence à la mairie d'Amboise, c'est donc rue de la Concorde. Le téléphone, c'est pour le joindre, donc c'est Monsieur Bargeton qui est là le mercredi après-midi. C'est le 02 47 23 47 23. Donc, c'est prendre rendez-vous directement à la mairie. Il y a à Chinon, c'est à la sous-préfecture. C'est 1 rue Philippe de Comines. Et le téléphone, c'est 02 47 33 13 36. Et c'est Madame Joëlle Labarde qui vous recevra le 4e mercredi toute la journée. À Loches, c'est aussi à la sous-préfecture. C'est 12 avenue du Baclos. Le téléphone, c'est 02 47 33 10 92. Et c'est Gérard Guégan, le 2e jeudi, mais c'est que l'après-midi. Alors, pour Tours, c'est au centre de vie de Sanitas. Donc, l'adresse est plateforme service 10 places neuves à Tours. Et le téléphone, c'est le 02 31 39 00. Et donc, il y a Patrick Bargeton le mercredi matin. Madame Joëlle Labarde le mardi toute la journée. Alain Michel le jeudi toute la journée. Et il y a aussi à la préfecture d'Indre-et-Loire, donc à Tours, qui est rue Bernard Palissy. Et le téléphone, c'est 02 47 33 10 92. Et c'est Gérard Guégan qui vous recevra le mercredi toute la journée. Et pour ceux qui n'habitent pas l'Indre-et-Loire, donc il y a quand même donc il y a le site www.défenseur des droits et l'adresse nationale, c'est Défenseur des droits, alors là, je vais peut-être aller un petit peu moins vite. Défenseur des droits, libre réponse 71 120 75 542 Paris CEDEX 07. Et il précise qu'il ne faut pas affranchir le courrier. Donc, vous pouvez leur écrire, c'est gratuit. Voilà. Et si aucun de ces numéros ne marche, tu fais le 15 ou tu braques une vieille. Alain va être puni, il aura 4 mauvais points pour ses remarques. Comme d'hab. Voilà. Donc, je remettrai tout ça sur notre groupe. Et autrement, là, je sais que c'est les vacances. Donc, il y a toujours
des sorties, de plein de sorties à faire. Donc, vous pouvez retrouver des sorties en famille sur KidiClick, sur KidiClick 37. Donc, il y a des sorties gratuites. Il y a les balades, il y a à pied et à vélo. Donc, il y a aussi des visites des expos. Certaines sont gratuites. Certains musées aussi sont gratuits pour les moins de 18 ans. Le château d'Azerido, gratuit pour les moins de 26 ans. Donc, voilà, c'est un truc qui est bien parce que les châteaux, en général, c'est payant. C'est juste gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Donc, ça serait quand même... voilà, je pense que... Puis, Azerido, c'est mignon, c'est un beau château, c'est... Voilà. C'est un superbe château de la Renaissance. Effectivement, ça mérite même plusieurs visites. Et il y a eu récemment aussi des restaurations un peu différentes, en fait une remise en valeur à l'intérieur des pièces du château. Par conséquent, ça mérite d'aller y faire un tour. Voilà. Et puis, si vous aimez les crêpes... Ah oui, les crêpes. Le mercredi 22 février, c'est le lendemain de Mardi Gras. Oui. Donc, 2 jours de rang pour faire des crêpes. Donc, c'est aux Ermites, on brûle le bonhomme carnaval. Les enfants font une ronde autour et chantent l'hymne des crêpes. Et bien entendu, dégustation des crêpes. Donc, j'en connais un ici qui connaît. Oui. Qui connaît. Il m'a dit. Et en plus, ce que tu dis pas, c'est que les gamins, ils passent dans toutes les maisons du village pour proposer des crêpes. Un peu comme les bonbons à Halloween, sauf que, ils n'ont pas besoin de se déguiser en toile d'araignée. À Halloween, c'est nous, c'est les gens qui donnent. Oui, là, c'est l'inverse. Oui. Voilà. Donc, c'est très sympa. Donc voilà, si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un tour et puis à acheter des crêpes aux gamins. Généralement, c'est 50 centimes, je crois. Oui, je trouve ça c'est très nice. Et puis c'est une famille qui est de père, de grand-père, de fils, et puis cousin, cousine. Oui, c'est une vieille tradition. Voilà, ça date depuis des générations et ils travaillent, ils font la pâte à crêpes pâte à crêpes la veille. Et les gamins du Sanitas vont passer dans tous les appartements pour vendre du chichon. Non, ça non. 8 non. mauvais points. Non. 50 centimes la barrette. Oui, s'il faut comme dans un film qui mettent ça dans les gâteaux. Comme ça se voit pas. Ah, le space cake à 50 centimes, je prends. Hein. Ah là là. Non, soyons sérieux. Ouais, un jour je vous donnerai la recette. Voilà. Donc, et puis si vous voulez rejoindre notre équipe, parce que on n'est que 3, on aimerait bien la voir s'agrandir quand même. Hein. Voilà, il en faut bien un 4e pour faire le space cake. Donc vous pouvez nous joindre, nous contacter à nos salons de pauvres @gmail.com. Donc, on vous attend, hein, parce qu'on fait tous les mois, mais personne. Donc, on aimerait bien, parce que ça serait c'est intéressant, c'est super, on passe de bons moments ensemble. Absolument. Et encore, on vous dit pas tout. Hein. Oui, parce qu'on a l'émission et il y a après l'émission. On a la deuxième mi-temps. Coupé, voilà. Bon, Guylaine. Oui. Comment ça va? Attends, j'ai un machin qui se débranche tout le temps, là. C'est très désagréable. Voilà. Bon, on a fait le tour de notre petite première partie. Et puis, comment on fait maintenant? Alors, soit tu parles du logement, si tu veux introduire un peu le sujet, parce que c'est un gros... Oui, c'est un gros chantier, le logement. Oui. Et puis, après, on fera une petite pause musicale avant la seconde partie. Voilà. Hein, on va faire comme ça? Oui. Ah, mais bon, on est parti parce que... Oui, c'est non seulement un lourd sujet, on en a déjà parlé souvent, hélas. Mais là, le 28e rapport sur l'état du mal-logement en France de la Fondation Abbé Pierre est paru. Alors c'est un pavé, c'est un 300 pages hein, quand même, le machin, qui fait un état des lieux complet de la question du logement, enfin du mal-logement pour être précis. Ça, vous pouvez le trouver sur Internet, in extenso, il y a un très beau PDF que vous pouvez télécharger.
J'ai pas eu le courage de l'imprimer pour venir l'apporter dans le studio parce que 300 pages, C'est un peu beaucoup. ça fait du temps. Donc voilà, on a commencé à compulser tout ça, à avoir des confirmations sur certains chiffres qu'on avait déjà, et à revenir sur des sujets sur lesquels on revient perpétuellement. Et voilà, on va continuer. Le rapport, il est plutôt accablant quand même, hein. Il braque un projecteur sur une réalité qui ne fait que rarement la une. Les gens à la rue, ça fait pas vendre. Et quand il y en a un qui meurt, ça fait 3 lignes. Il reste anonyme et le spectacle continue. Les prix des logements deviennent insoutenables pour les plus modestes et plusieurs tableaux en font un point précis sur cette précarité qui gagne chaque jour du terrain. Alors c'est vrai qu'il y a des textes, il y a beaucoup dans ce rapport, il y a énormément de textes, il y a des chiffres, il y a des stats, il y a des témoignages très intéressants, on en a sélectionné 2 ou 3, il y en a beaucoup plus que ça évidemment, et il y a des tableaux récapitulatifs qui sont très précis sur chaque sujet, qui appuient leur raisonnement par des chiffres qui laissent rêveur. Donc moi je vous conseille d'aller voir sur le site de la Fondation Abbé Pierre et puis d'aller le regarder un peu plus en détail. Juste un petit exemple en passant. La part des dépenses contraintes et le reste à vivre, ça pousse les plus fragiles à des choix entre payer ses charges et bouffer, par exemple, hein, à la fin du mois. Un seul exemple, et il y en a des centaines, à Tarbes, une personne seule au SMIC, locataire d'un T1 dans le parc privé, une fois payé loyer, impôts, assurance, essence, voiture, alimentation, n'a plus que 350 € pour le mois, soit à peine 10 € par jour. Voilà. Et c'est pas les pires. Non, parce qu'il y en a qui en ont encore moins. Oui, il y en a encore moins, il y en a qui sont dans le rouge, bien sûr. Il y en a, on en connaît, il suffit de regarder un peu autour de soi. On en connaît des gens qui se font des acrobaties dans les grandes villes. On en voit qui attendent la fin du marché en sifflotant, les mains dans les poches. Ils attendent quoi ? Ils attendent qu'au remballage, il y ait des cajots qui restent par terre avec des légumes qui sont encore tout à fait consommables, mais un peu moins présentables que les autres. Et puis plus ou moins discrètement, hop, ils ramassent. Ça existe, ça c'est très fréquent. Et c'est pas faire du misérabilisme, c'est vraiment un simple constat. Il y a tout simplement des gens qui disent, et ça c'est tout le monde, c'est monsieur et madame tout le monde, qui disent que depuis un an ou deux, depuis que ça a commencé, que les prix ont commencé à grimper de façon préoccupante, ils font des choix en permanence. Ils mangent pas ou moins de viande, pas qu'ils sont devenus véganes, non, c'est qu'ils sont devenus pauvres, tout simplement. Ils achètent moins de choses, le panier moyen, il a fondu, parce que maintenant, pour 20 balles, t'as plus grand-chose. Hein. Et les premiers à ça, bien entendu, les gens qui sont aux minima sociaux, les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est eux qui sont les premiers touchés. Parce que la part de la consommation dans leur budget mensuel, elle est énorme. Alors que la part de la consommation pour ceux qui sont les plus riches ou simplement ceux qui vivent largement, la part, elle est minime. C'est, voilà. Juste quelques chiffres au passage. Selon l'Observatoire des inégalités, les 5% les plus pauvres gagnent 785 €, le même niveau qu'en 2007. Entre 2002 et 2019, ils ont même perdu 10 € mensuels en euros constants, c'est-à-dire après inflation. La part des revenus que touchent les 10% les plus pauvres s'amenuise. En 2002 et en 2019, les plus pauvres ont reçu 2% de la croissance des revenus annuels des ménages, tandis que les plus riches en ont perçu 20%. Voilà, c'est quelques chiffres. Je sais que ça plombe un peu, et encore, j'ai fait une petite sélection. Il y en a
à toutes les pages comme ça. Il y en a des milliers de chiffres comme ça, qui vont tous dans la même direction. Et apparemment, là-haut, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas parce qu'ils n'ont pas le nez dedans, tout simplement. Et on va parler d'un truc, tiens, au passage, les expulsions. Elles reprennent de plus belle après l'interruption due au confinement et aux diverses mesures provisoires qui avaient été prises. Ça plonge des milliers de personnes dans la plus grande précarité. Le rapport dénonce avec force ce qu'il appelle une politique publique contre les pauvres. Pas moi qui le dis, c'est eux. Hein. Des mesures sont prises contre les squats, mais aussi le même texte s'attaque aux locataires en impayés de loyer. Même avec une dette mineure. Il supprime la possibilité laissée au juge de vérifier la réalité de la dette locative et d'accorder des délais de paiement et de maintien dans les lieux. Parallèlement, il raccourcit les délais dans les procédures d'expulsion, réduisant le temps nécessaire pour dégager une solution amiable. Ce durcissement intervient alors qu'il y avait déjà 288 000 ménages en impayés de loyer au premier trimestre 2022, selon la CAF. Et ce nombre devait augmenter avec l'inflation et la progression du coût de l'énergie qui vont amputer le pouvoir d'achat des ménages, en particulier des plus modestes. La proposition de loi va même jusqu'à prévoir la pénalisation pure et simple des locataires avant la fin de la procédure d'expulsion. Avant la fin de la procédure d'expulsion. Les condamnant à 6 mois de prison, comme ça ils sont logés, et 7 500 € d'amende s'ils refusent de quitter le logement. Mais alors, le pire, c'est que quand on a un impayé, c'est que les APL ne sont plus versés aux bailleurs, ce qui enfonce encore un petit peu plus les gens dans l'endettement. Ça augmente l'impayé. Parce que ça serait déjà versé. La dette serait quand même un petit peu moins forte. Ouais. Mais quand on dit loyer modéré, je me pose la question depuis plusieurs années où c'est parce que quand on voit le prix des loyers, c'est inadmissible de voir que les bailleurs sociaux, au prix où ils font leur prix de loyer. Hein. Ah, ça dépend où, ça dépend lesquels. Il y en a, mais il y en a, c'est quand même, ça coûte quand même bonbon. Hein. Bah, de toute façon, quand on n'a pas de quoi vivre, c'est toujours trop cher, évidemment. Mais il y a des loyers des bailleurs sociaux. Il faut que ce soit équilibré. Il y en a qui achètent, ils ont des fois des mensualités, pour ainsi dire, pareil que certains loyers. Hein. Oui, ça c'est voulu. C'est quand même... C'est voulu depuis quelque temps, spécialement depuis Sarkozy, où on dit que la France doit être un pays de propriétaires et pas de locataires. Donc on favorise l'accès à la propriété. Quand tu vois ce qui n'est pas forcément toujours une bonne solution, d'ailleurs. Comptablement, c'est assez complexe, mais disons que ce n'est pas une solution qui est adaptée à tout le monde. Ce n'est pas une solution qui est adaptée aux personnes qui ont les revenus les plus bas et des emplois précaires et qui sont dans la précarité. Donc, et comme ça représente beaucoup de personnes, c'est un problème. C'est-à-dire que ces personnes pourraient évidemment ambitionner de devenir propriétaires d'un logement, mais leurs conditions de rémunération, etc., ne leur permet pas. Ouais. D'autre part, il faut aussi noter qu'il manque en France énormément d'appartements dans le logement social. Il y a la construction des logements sociaux est en baisse. On n'a pas du tout le nombre de logements qu'il faudrait. Et évidemment, ça crée de la concurrence et donc ça fait monter les prix, y compris auprès des bailleurs sociaux, qui vont choisir les personnes qui sont les moins précaires, ou etc., etc. Donc on a, ça fait boule de neige. C'est un peu l'inconvénient. Oui. Alors, dans ce rapport de l'abbé Pierre, il montre les conséquences dramatiques des expulsions locatives. 3 ans après, les ménages expulsés rencontrés racontent cet événement comme une déchirure personnelle qui laisse des traces durables. Une humiliation qui creuse un fossé de défiance avec les institutions qui ont échoué à protéger pour un simple impayé. 1 à 3 ans plus tard,
32% des ménages n'ont toujours pas retrouvé de logement et vivent encore à l'hôtel, chez un tiers, dans d'autres formes de non-logement. Mobil-home, camping, hôpital, squat, etc., voire à la rue. Voiture. 32%. 1 sur 3. Et puis il y en a, c'est des familles. Hein. Oui, oui, Des oui. familles avec des enfants en bas âge. Voilà, oui, oui, c'est ce qu'on précise d'ailleurs. Voilà. 29% des personnes enquêtées n'ont pas pu poursuivre leur activité professionnelle en raison de l'expulsion. Et celle-ci a eu des impacts sur la scolarité de 43% des ménages avec enfants, décrochage scolaire, troubles du comportement, problèmes de concentration, etc. Enfin, 71% des ménages déclarent faire face à des problèmes de santé ou des difficultés psychologiques liées à l'expulsion, angoisse, insomnie, dépression. Voilà. C'est-à-dire ça a des conséquences sur beaucoup de secteurs. Oui, ce sont des traumatismes graves, hein, en fait. Mais oui, bien sûr. Les gens ne se remettent pas comme ça. C'est vraiment vouloir plonger les gens dans une situation encore pire. Et en fait, si on avait suffisamment de logements sociaux répartis comme il faut, avec soin, eh bien, on améliorerait les conditions de toutes ces familles, ces personnes, bien sûr. Voilà. Et tout ça pour faire une loi qui va uniquement en direction des propriétaires, en montant en épingle les 2 ou 3 cas qu'on a pu voir de propriétaires qui sont des braves gens de bonne foi qui étaient pas chez eux pour une raison ou pour une autre, partis à l'étranger pendant 1 an ou 2, et qui reviennent en trouvant leur maison squattée par des gens qui refusent de partir malgré toutes les injonctions possibles, imaginables, et c'est les propriétaires qui sont dans des situations catastrophiques. Alors on dit oui, il faut faire une loi pour pouvoir expulser de force ces salauds-là qui squattent la propriété des autres, sans parler des dizaines de milliers de cas de gens qui font de la spéculation honteuse, parfois avec des taudis. Quand on voit les marchands de sommeil qu'il y a dans quasiment toutes les villes, qui louent à des gens qui sont à la rue, qui sortent de prison et à qui personne ne veut louer, alors évidemment, parfois même avec la complicité de certains services sociaux qui sont bien contents de pouvoir caser ces gens-là quelque part, et on se retrouve avec des gens qui sont logés dans des conditions sanitaires épouvantables, dans des conditions de sécurité qui sont absolument dégoûtantes, et dans une espèce de cadre de milieu de non-droit qui ne se dit pas, parce que ça se dit pas ces choses-là officiellement. Et dans les salons où on fait des beaux discours, ça ne se dit pas non plus, mais ça se pratique et tout le monde le sait. Et moi je sais que dans une autre ville que Tours, avec quelques copains, on a été témoins de ça. Et on a enclenché une action contre ces personnes-là, qui étaient des personnes, qui étaient des notables, qui étaient connus de toute la ville, à commencer par la municipalité. Et c'était une ville dont le maire, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a eu des postes ministériels. Et tout le monde, il y a une espèce de complicité latente qui fait que on peut pas dénoncer ça publiquement. La presse locale, on en discutait au bistrot avec des journalistes du coin. Le mec, il me disait, mais moi, je peux pas publier ça. Je peux pas. Parce que pour un peu, c'était le marchand de sommeil qui aurait déposé une plainte en diffamation contre le journal local et contre le journaliste. Et on a réussi, après diverses pressions plus ou moins légales, à faire en sorte que la situation s'améliore. Mais le gars, là, le marchand de sommeil, enfin non, lui, il est mort. Maintenant, c'est ses fils qui ont repris le petit commerce. Ils sont toujours là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, voilà, si vous voulez un logement, il doit y avoir la même chose un petit peu partout. Ça dépend des réalités locales.
Mais ça, on n'en parle pas et on ne parle pas de faire une loi contre ça. On peut notamment parler de la ville de Marseille où on a vu des maisons s'écrouler dans le vieux Marseille et des maisons qui étaient louées mais qui étaient dans un état de délabrement Par exemple. Très important. Donc effectivement, en revanche pour les squats, on ne peut pas admettre non plus que les gens soient squattés. Il faut pouvoir proposer des logements sociaux et construire des logements sociaux pour que les gens puissent... Mais il y a une loi qui existe déjà depuis des années et des années, qui s'appelle la loi de réquisition. La loi Dallot, notamment. La loi Dallot depuis plus récemment, mais qui est en partie inappliquée. Hélas. Oui, en partie. Alors, cette loi Dallot, elle dispose que chacun a un droit au logement. Mais pour l'application, effectivement, on se heurte à bien des difficultés. Mais oui, et oui. Et donc... Et sans compter tous ces logements qui sont réservés pour les vacanciers, oui. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, il y a le problème des Airbnb. Voilà. Alors ça, c'est un autre problème. Mais oui, mais bon, on voit les villes touristiques se vider de leurs habitants simplement parce que les centres de ville sont réservés pour les vacanciers et pas pour le alors tourisme. Ça, c'est un problème. Et puis voilà, donc on voit ça partout. De toute façon... Il y a plein de villes touristiques. Alors ça, c'est un problème qui est abordé aussi dans le rapport en question. Et ça touche principalement les villes côtières, bien évidemment, les villes touristiques, les villes qui sont situées dans des endroits où ça peut servir de villégiature. Et ça pose des problèmes catastrophiques, principalement aux travailleurs saisonniers. Et c'est aussi un problème qui est très, très, très difficile à régler. Mais il y a un tabou là-dessus parce qu'on refuse de légiférer contre le sacro-saint droit de propriété, contre les propriétaires considérés comme intouchables. Et ceux qui, eux, n'ont pas les moyens de faire valoir leurs droits et de se payer des cabinets d'avocats bien teigneux, c'est eux qui seront toujours les dindons de la farce. Et on sait qu'en novembre dernier, il y a 43 maires de tous bords, de toutes tendances, qui ont adressé une lettre ouverte à la Première ministre afin que soit concrétisée la promesse de loger ou d'héberger les quelques 2000 enfants à la rue avec leur famille à la fin du mois d'octobre. 2000 enfants. Vous avez bien entendu ? Citation, l'hiver arrive et on voit dans nos grandes villes un nombre insupportable de familles avec des enfants à la rue. Il est de la responsabilité de l'État de leur trouver des solutions pérennes, comme l'a rappelé le maire de Toulouse. La ville de Strasbourg est même allée jusqu'à déposer un recours juridique contre l'État, rejointe par d'autres maires de grandes villes. Depuis, la situation de s'est guère améliorée malgré la promesse du ministre du Logement qu'il n'y ait plus aucun enfant à la rue cet hiver. Comique le mec. Y a un autre comique qui s'appelle Emmanuel Macron qui avait dit au début de son premier quinquennat qu'il n'y aurait plus de personnes à la rue du tout. Et il y en avait un autre comique dans le même genre mais plus petit, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui avait dit exactement la même chose. Comme quoi le bal des faux culs, ça continue toujours. L'engagement évidemment n'a pas été tenu, bien sûr. Au 19 décembre 2022, malgré l'ouverture de gymnases dans le cadre du plan Grand Froid, on ouvre les gymnases. Mais bon, bref. On comptait encore 4029 personnes en famille refusées le soir même par le 115, dont 1172 enfants et même 335 de moins de 3 ans. Voilà, là on laisse un blanc, c'est fait exprès, c'est pour respirer. Oui, parce que effectivement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, et ça, c'est pas... Et dans un pays comme la France, c'est... Voilà, c'est à réfléchir. C'est pas les Insoumis, c'est pas Mélenchon, c'est l'abbé Pierre. Enfin non, c'est les héritiers de l'abbé. Salut mec. Voilà, ça laisse pantois. Et bon, et ça continue, le vertige continue en plus. Je vais certainement pas pouvoir vous lire tout parce que leur tourne à toute vitesse. Mais
On voit, bon, les dispositifs d'hébergement d'urgence sont saturés. Ça, tout le monde le sait. Appelez le 115, vous verrez. Les données communiquées par le 115 et compilées dans le rapport sont catastrophiques. En Haute-Garonne, pour la journée du 5 septembre, le taux de décrochage des appels était de 30%. 183 personnes étaient laissées sans solution à la rue. Dans le Bas-Rhin, en une semaine du mois d'août, le 115 a reçu 4200 appels, contre 3200 en janvier 2022. 89% des appelants n'ont pas eu de solution. En Ille-et-Vilaine, 4600 appels enregistrés en juillet, 29% ont reçu une réponse positive. Donc 71% à la rue. Dans la Loire, dans la semaine du 29 août au 4 septembre, sur les 218 ménages ayant sollicité un hébergement, 150 sont restés sans réponse, soit 70%, laissant 64 enfants à la rue avec leurs parents sans solution. Vous en voulez encore? À Paris, le taux de décrochage des appels était très faible, 11%. C'est-à-dire qu'il y a 9 appels sur 10, les mecs ils décrochent même pas. C'est pas la peine d'insister. Circuler, il n'y a rien à voir. Et en moyenne quotidienne, 1053 demandes étaient non pourvues au mois d'août, dont 84 femmes et 24 enfants de moins de 3 ans. Voilà, c'est les petits, j'en ai sélectionné. Il y en a d'autres, hein, je vous dis, 300 pages le rapport. 300 pages et des rubriques. Alors il y a une rubrique, on en parlera peut-être le mois prochain, parce que c'est très long et c'est très important. C'est sur la discrimination, justement, les gens qui sont discriminés dans le logement, notamment les femmes, les personnes LGBT, etc., etc. On en reparlera parce que, comme je vous disais, l'heure tourne. Il est grand temps de souffler un petit peu parce que là, sinon je vais carrément vous plomber l'après-midi. C'est pas la peine. Déjà que vous remettez d'avoir des ampoules aux pieds depuis ce matin. Alors, on va passer un petit peu de musique. Et la musique, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui n'est pas connu du tout dans le coin, c'est Rhiannon Giddens. Voilà, c'est une chanson de Rhiannon Giddens et ça s'intitule Shake Sugary. Shake Sugary. C'est une reprise de Elisabeth Cotten. Voilà, c'est une petite balade toute gentillette, disant qu'elle a tout mis au clou toute sa vie. Ah, ça rafraîchit quand même, hein. C'est bien, ça fait du bien ces choses-là. Voilà. Guylaine? Oui, eh bien de mon côté, j'avais envie de vous dire quelques mots sur la notion de pénibilité au travail. On en parle beaucoup puisque en ce moment il y a enfin je dirais pas une négociation, mais enfin quelque chose autour du projet de réforme des retraites. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a manifestation sur ce sujet. Mais ce que je souhaitais vous dire, c'est qu'en fait la pénibilité dont on a parlé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on peut imaginer d'une manière comme ça, comment dire, très simple. En fait, la pénibilité au travail, elle se définit depuis le 1er octobre 2017 avec donc une loi qui la définit sur 6 facteurs de risque professionnel qui sont les suivants. Les activités exercées dans un milieu hyperbare, alors là ça concerne les gens qui sont soit des plongeurs professionnels, soit des scaphandriers, et il y a un seuil qui est, à chaque fois il faut atteindre un seuil pour pouvoir estimer que c'est pénible. Le seuil c'est de 60 interventions par an, ou alors plus de 1200 hectopascales supportés donc dans l'année. Il y a aussi les températures extrêmes. Il faut penser aux gens qui travaillent dans les hauts fourneaux, dans certains ateliers qui sont très chauds, qui font du laminage, etc. et autres. Et là, la température, elle peut être soit très basse, soit très haute. Il faut que ça soit inférieur à 5 degrés ou supérieur à 30 degrés. Et pendant 900 heures par an. Voilà. Et si les personnes qui subissent cela ont donc un facteur de risque professionnel. Il y a aussi le bruit, les ateliers, les engins de chantier, les marteaux-piqueurs, enfin tout ce qui, dans les usines aussi, les machines qui sont très bruyantes. Là, le seuil, c'est de subir 8 heures par jour un son supérieur à 81 décibels sur 600 heures par an. Voilà. Et il y a aussi un autre facteur qui est le travail de nuit. Le travail de nuit concerne
Donc les personnes qui travaillent au moins 1 heure entre minuit et 5 heures du matin pendant 120 nuits par an. Alors ça concerne notamment les veilleurs de nuit, les infirmières, les personnes qui travaillent en rythme décalé, c'est-à-dire les 3-8 dans des ateliers ou des usines qui fonctionnent 24 heures sur 24. Donc ça concerne ces équipes successives alternantes, un travail des 3-8, etc. Il y a aussi le travail répétitif. Le travail répétitif, c'est le travail à la chaîne, des gestes répétitifs. Ça peut concerner notamment les secrétaires, les caissières. Là, le seuil, c'est sur un cycle de 30 secondes. Il faut que les gestes accomplis dépassent 5 actions techniques ou plus en 30 secondes. Donc ça concerne bien effectivement les passages en caisse très rapides et puis également évidemment le secrétariat avec la saisie informatique, etc. Donc les mouvements, tous ces risques sont répertoriés et peuvent être pris en compte dans ce qu'on appelle le C2P, c'est-à-dire le compte de prévention professionnelle ou professionnelle de prévention. Alors la pénibilité se définit donc comme une exposition au-delà d'un certain seuil à 1 an, plusieurs facteurs de risque professionnel avec un impact. Il faut qu'il y ait un impact durable et qui soit identifiable et irréversible sur la santé. Donc une diminution justement des facultés des personnes corporelles, etc. Oui. J'ai un petit exemple. Par exemple, si vous travaillez au ministère de l'Intérieur et que vous êtes exposé à Darmanin plus de 200 jours par an, c'est dans le cadre de la pénibilité. Je ne sais pas si le cas a été évoqué. En tout cas, il n'est pas prévu dans la loi. Faudrait le soumettre, parce que c'est grave. C'est très personnel comme jugement, mais bon, on y pensera. Alors, il y a un décret donc, du 27 décembre 2017 qui rappelle que l'employeur se doit d'assurer la sécurité, la santé physique et morale de ses salariés. Et oui, c'est une obligation légale pour les employeurs. Donc, il doit mettre en place des actions de prévention et il doit prévenir les facteurs de risque professionnels. Il doit ouvrir un compte professionnel de prévention pour les salariés qui sont concernés, justement par ces risques que je viens d'évoquer. Et de plus, l'employeur se doit de déclarer des situations de pénibilité aux caisses de retraite, de façon justement à ce que la pénibilité puisse être prise en compte dans le nombre de trimestres et dans les possibilités de partir à la retraite avant l'âge. Alors, je voulais aussi expliquer qu'il y avait auparavant 4 autres facteurs de risque qui ont été exclus du compte professionnel de prévention. Et c'est bien dommage, parce que ces 4 autres risques, c'était les postures pénibles. Ce sont des postures qui sont tout à fait courantes dans beaucoup de professions. Les vibrations mécaniques, il faut penser à toutes les personnes qui utilisent des machines sur des chantiers, dans des fabriques. Oui, Alain. On peut avoir des exemples. Pour les postures pénibles, par exemple, il y a d'être à 4 pattes derrière l'hôtel pour les... Alain est en train de... Pour les enfants de cœur, pardon. Avoir 4 points de pénalité. Alain a raconté des sottises pareil. Bon, je poursuis. Parmi les risques donc, qui ont été écartés, il y a les risques chimiques. Il est affreux, en plus il est en train d'éclater de rire. Bon, je ne vous raconte pas. Ensuite, il y a aussi la manutention de charges lourdes. Donc, alors, ils ne sont plus considérés comme des risques au titre de la pénibilité, mais ils peuvent toujours donner lieu à des départs à la retraite anticipés. Simplement pour obtenir ces départs à la retraite anticipés, les salariés qui justifient d'un certain taux d'incapacité permanente reconnu comme maladie professionnelle peuvent à ce moment-là avoir droit de partir à la retraite plus tôt. Alors, étant donné que le temps passe très très vite, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires. Je parlerai du compte professionnel un petit peu après. Et pour donner des exemples notamment
des exemples de métiers pénibles. Alors bon, parmi les métiers pénibles où il faut porter des charges et où il y a aussi des postures particulières, par exemple les serveurs, les serveuses avec leurs plateaux, etc. Donc ça, quand c'est à longueur de journée, c'est quelque chose de très fatigant. Les maîtres d'hôtel, les employés d'hôtellerie. Il faut penser, notamment, il y a un film récemment qui est avec comment dire, Florence Aubenas qui en avait parlé, qui avait attiré l'attention sur ces personnes qui font le ménage dans des hôtels et qui changent, qui ont un certain temps très précis et très calculé pour changer le lit, changer les draps, changer, etc. Et tout ça, c'est très physique et ce sont des gestes aussi répétitifs qui causent des troubles musculo-squelettiques notamment. Alors les salariés du nettoyage, donc ils sont 71% à souffrir de risques physiques, 61% de risques chimiques, parce que le nettoyage réclame des produits qui sont des produits chimiques en réalité, et qui peuvent être corrosifs, mauvais pour les poumons, etc. Et 52% ont des postures pénibles, justement. Alors, faire un lit, défaire un lit, refaire... comment dire, il y a un certain nombre comme ça de gestes répétitifs qui peuvent être extrêmement pénibles pour les personnes. Et dans des professions comme le nettoyage, se cumule en plus avec des conditions de travail qui sont aberrantes, avec une amplitude de travail, des gens qui commencent à 6 heures du matin à un bout de la ville et qui ont une coupure de 3 heures pour se retrouver à 13 heures à l'autre bout de la ville pour une heure ou deux, et ensuite parfois terminer à 21 heures avec un troisième contrat encore situé à plusieurs kilomètres, avec des déplacements qui ne sont pas pris en compte. Enfin, c'est ignoble. Oui, et il faut penser aussi justement dans le même ordre d'idées aux aides-soignantes qui vont de maison en maison chez les particuliers et qui se trouvent aussi à porter les particuliers, des personnes qui sont comment dire, souvent grabataires, etc., donc fragiles aussi. Donc voilà, il y a un ensemble, alors avec effectivement des postures il faut maintenir la personne, la tourner, la mettre assise, la mettre debout, la remettre au lit, la mettre au fauteuil. Enfin, toutes ces choses-là, ce sont comment dire, des risques professionnels physiques qui sont très très importants. Alors parmi les personnes qui sont très exposées, il y a aussi bien sûr les ouvriers du BTP, tout ce qui est travaux publics, chantiers de construction, les couvreurs, les briqueteurs, les pompiers aussi, qui doivent intervenir dans des situations qui peuvent être et dangereuses et difficiles. Les agriculteurs, qui ont toujours un métier physique malgré la mécanisation. Les militaires au combat, là effectivement c'est hyper risqué et ça peut être très, très destructeur également. Les bûcherons, enfin voilà, il y a une multitude de métiers et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'effectivement tout ceci est très 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 inquiétant. Voilà, c'était juste une petite mise en lumière de ceci, comment dire, de la pénibilité au travail. Notre émission se termine bientôt, donc j'arrête là, mais on pourra en reparler, notamment donner des petites sur le compte professionnel de prévention, sur des choses comme ça, des petites indications peut-être le mois prochain. Et puis d'ici là, je redonne la parole à Alain. Merci, c'est gentil, merci Guylaine. Et c'est juste pour terminer, effectivement, on a abrégé sur beaucoup de sujets parce que tous ces sujets-là, évidemment, il y a beaucoup à dire. On n'a pas parlé de tous les autres facteurs d'exclusion, facteurs de stigmatisation. C'est des choses contre lesquelles on continuera à se battre très concrètement. Et je vous conseille encore à nouveau de les jeter un œil sur ce rapport de la Fondation Abbé Pierre, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'important, qui donne des arguments. Et quand on entend les imbécilités qui sont débitées par des gens qui sont au pouvoir actuellement à longueur d'antenne, ça va vous donner des faits, des lieux, des chiffres, des trucs précis pour les contredire. Voilà. Allez, écoute, c'est